Albert Camus, l'envers et l'endroit, la mort dans l'âme. J'arrivais à Prague à 6 heures du soir. Tout de suite, je portais mes bagages à la consigne. J'avais encore 2 heures pour chercher un hôtel. Et je me sentais gonflé d'un étrange sentiment de liberté, parce que mes 2 valises ne pesaient plus à mes bras. Je sortis de la gare, marchai le long du jardin et me trouvai soudain jeté en pleine avenue Wenceslas, bouillonnante de monde à cette heure. Autour de moi, un million d'êtres qui avaient vécu jusque-là et de leur existence rien n'avait transpiré pour moi. Ils vivaient. J'étais à des milliers de kilomètres du pays familier. Je ne comprenais pas leur langage. Tout marchait vite, et me dépassant, tout se détachait de moi. Je perdais pied. J'avais peu d'argent, de quoi vivre 6 jours. Mais au bout de ce temps, on devait me rejoindre. Pourtant, l'inquiétude me vint aussi à ce sujet. Je me mis donc à la recherche d'un hôtel modeste. J'étais dans la ville neuve et tout ce qui m'apparaissait éclatait de lumière, de rire et de femmes. J'allais plus vite. Quelque chose dans ma course précipitée ressemblant déjà à une fuite. Vers 8 heures pourtant, fatigué, j'arrivai dans la vieille ville. Là, un hôtel d'apparence modeste, à petite entrée, me séduisit. J'entre. Je fais ma fiche. Prends ma clé. J'ai la chambre numéro 34, au 3e étage. J'ouvre la porte et me trouve dans une pièce très luxueuse. Je cherche l'indication d'un prix. Il est 2 fois plus élevé que je ne le pensais. La question d'argent devient épineuse. Je ne peux plus vivre que pauvrement dans cette grande ville. L'inquiétude, encore indifférenciée tout à l'heure, se précise. Je suis mal à l'aise. Je me sens creux et vide. Un moment de lucidité pourtant, on m'a toujours attribué, à tort ou à raison, la plus grande indifférence à l'égard des questions d'argent. Que vient faire ici cette stupide appréhension? Mais déjà, l'esprit marche, il faut manger. Marcher à nouveau et chercher le restaurant modeste. Je ne dois pas dépenser plus de 10 couronnes à chacun de mes repas. De tous les restaurants que je vois, le moins cher est aussi le moins accueillant. Je passe et repasse. À l'intérieur, on finit par prendre garde à mon manège. Il faut entrer. C'est un caveau assez sombre, peint de fresques prétentieuses. Le public est assez mêlé. Quelques filles, dans un coin, fument et parlent avec gravité. Des hommes mangent, la plupart sans âge et sans couleur. Le garçon, un colosse au smoking graisseux, avance vers moi, une énorme tête sans expression. Vite, au hasard, j'indique sur le menu, incompréhensible pour moi, un plat, mais il paraît que ça vaut une explication. Et le garçon m'interroge en tchèque. Je réponds avec le peu d'allemand que je sais. Il ignore l'allemand. Je m'énerve. Lui appelle une des filles qui s'avance avec une pose classique. Main gauche sur la hanche, cigarette dans la droite et sourire mouillé. Elle s'assied à ma table et m'interroge dans un allemand que je juge aussi mauvais que le mien. Tout s'explique. Le garçon voulait me vanter le plat du jour. Beau joueur. J'accepte le plat du jour. La fille me parle. Mais je ne comprends plus. Naturellement, je dis oui, de mon air le plus pénétré. Mais je ne suis pas ici
tout m'exaspère. Je vacille, je n'ai pas faim, et toujours cette pointe douloureuse au moi et le ventre serré. J'offre un demi parce que je sais mes usages. Le plat du jour arrivé, je mange un mélange de semoule et de viande, rendu écœurant par une quantité invraisemblable de cumin. Mais je pense à autre chose, à rien plutôt, fixant la bouche grasse et rieuse de la femme qui me fait face. Croit-elle à une invite? Elle est déjà près de moi. Se fait collante. Un geste machinal de moi la retient. Elle était laide. J'ai souvent pensé que si cette fille avait été belle, j'eusse échappé à tout ce qui suivit. J'avais peur d'être malade. Là, au milieu de ces gens, prêts à rire. Plus encore, d'être seul dans ma chambre d'hôtel, sans argent et sans ardeur, réduite à moi-même et à mes misérables pensées. Je me demande encore aujourd'hui, avec gêne, comment l'être hagard et lâche que j'étais alors a pu sortir de moi. Je partis, je marchais dans la vieille ville, mais incapable de rester plus longtemps en face de moi-même, je courus jusqu'à mon hôtel, me couchai, attendais le sommeil qui vient presque aussitôt. Tout pays où je ne m'ennuie pas est un pays qui m'apprend rien. C'est avec de telles phrases que j'essayais de me remonter, mais vais-je décrire les jours qui suivirent? Je retournai à mon restaurant, matin et soir. Je subis l'affreuse nourriture au cumin qui me soulevait le cœur. Par là, je promenais toute la journée une perpétuelle envie de vomir. Mais je n'y cédais pas, sachant qu'il fallait s'alimenter. D'ailleurs, qu'était cela au prix de ce qu'il eût fallu subir à essayer un nouveau restaurant? Là du moins, j'étais reconnu. On me souriait, si on ne m'y parlait pas. D'autre part, l'angoisse gagnait du terrain. Je considérais trop cette pointe aiguë dans mon cerveau. Je décidai d'organiser mes journées, d'y répondre des points d'appui. Je restais au lit le plus tard possible, et mes journées se trouvaient diminuées d'autant. Je faisais ma toilette, et j'explorais méthodiquement la ville. Je me perdais dans de somptueuses églises baroques, essayant d'y retrouver une partie, mais sortant plus vide et plus désespéré de ce tête-à-tête décevant avec moi-même. J'errais le long de Helvetara, occupé de barrages bouillonnants. Je passais des heures démesurées dans l'immense quartier de Archin, désert et silencieux, à l'ombre de cette cathédrale et de ses palais. À l'heure où le soleil déclinait, mon pas solitaire faisait résonner les rues, et en m'en apercevant, la panique me reprenait. Je dînais tôt et me couchais à 8h30. Le soleil m'arrachait à moi-même. Église, palais et musée. Je tentais d'adoucir mon angoisse dans toutes les œuvres d'art. Truc classique. Je voulais résoudre ma révolte en mélancolie, mais en vain. Aussitôt sorti, j'étais un étranger. Une fois pourtant, dans un cloître baroque, à l'extrémité de la ville, la douceur de l'heure, les cloches qui tintaient lentement, des grappes de pigeons se détachant de la vieille tour. Quelque chose aussi comme un parfum d'herbe et de néant fait naître en moi un silence tout peuplé de larmes qui me mit à 2 doigts de la délivrance. Et rentré le soir, j'écrivais d'un trait ce qui suit et que je transcris avec fidélité parce que je retrouve dans son emphase
même la complexité de ce qu'alors je ressentais. Quel autre profit vouloir tirer du voyage? Me voici sans parure, ville dont je ne sais pas lire les enseignes, caractère étrange où rien de familier ne s'accroche, sans amis à qui parler, sans divertissement enfin, dans cette chambre où arrivent les bruits d'une ville étrangère. Je sais bien que rien ne peut me tirer pour m'amener vers la lumière, plus délicate d'un foyer ou d'un lieu aimé. Vais-je appeler, crier? Ce sont des visages étrangers qui paraîtront. Église, or et encens, tout me rejette dans une vie quotidienne où mon angoisse donne son prix à chaque chose. Et voici que le rideau des habitudes, le tissage confortable des gestes et des paroles, où le cœur s'assoupit, se relève lentement et dévoile enfin la face blême de l'inquiétude. L'homme est face à face avec lui-même. Je le défie d'être heureux. C'est pourtant par là que le voyage l'illumine. Un grand désaccord se fait entre lui et les choses. Dans ce cœur moins solide, la musique du monde entre plus aisément. Dans ce grand dénouement, enfin, le moindre arbre isolé devient la plus tendre et la plus fragile des images. Œuvres d'art et sourires de femmes, races d'hommes plantés dans leur terre et monuments où les siècles se résument. C'est un émouvant et sensible paysage que le voyage compose. Et puis, au bout d'un jour, cette chambre d'hôtel où quelque chose à nouveau se creuse en moi, comme une faim de l'âme. Mais ai-je besoin d'avouer que tout cela, c'était des histoires pour m'endormir? Et je puis bien le dire maintenant. Ce qui me reste de Prague, c'est cette odeur de concombre trempé dans le vinaigre, qu'on vend à tous les coins de rue pour le manger sur le pouce, et dont le parfum aigre et piquant réveillait mon angoisse et l'étouffait dès que j'avais dépassé le seuil de mon hôtel. Cela, et peut-être aussi certains airs d'accordéon. Sous mes fenêtres, un aveugle manchot, assis sur son instrument, le maintenait d'une fesse et le maniait de sa main valide. C'était toujours le même air puéril et tendre qui me réveillait le matin pour me placer brusquement dans la réalité son décor où je me débattais. Je me souviens encore sur le bord de El Veltava, je m'arrêtais soudain et, saisi par cette odeur ou cette mélodie, projetée tout au bout de moi-même, je me disais tout bas, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Mais, sans doute, je n'étais pas encore arrivé aux confins. Le 4e jour, au matin, vers 10 heures, je me préparais à sortir. Je voulais voir certains cimetières juifs que je n'avais pas pu trouver le jour précédent. On frappa à la porte d'une chambre voisine. Après un moment de silence, on frappa de nouveau, longuement. Cette fois, mais en vain apparemment, un pas lourd descendait des étages. Sans y prêter attention, l'esprit creux, je perdis quelque temps à lire le mode d'emploi d'une pâte à raser dont j'usais, d'ailleurs, depuis un mois. La journée était lourde, du ciel couvert, une lumière cuivrée descendait sur les flèches et les dômes de la vieille Prague. Les crieurs de journaux annonçaient comme tous les matins la Narodine Politica. Je m'arrachais avec peine à la torpeur qui me gagnait.
Mais au moment de sortir, je croisais le garçon d'étage, armé de clés. Je m'arrêtai. Il frappa de nouveau longuement. Il tenta d'ouvrir. Rien n'y fait. Le verrou intérieur devait être poussé. Nouveau coup. La chambre sonnait creux, et de façon si lugubre qu'oppressé, je partis sans vouloir rien demander. Mais dans les rues de Prague, j'étais poursuivi par un douloureux pressentiment. Comment oublierais-je la figure niaise du garçon d'étage, ses souliers vernis, recourbés de façon bizarre, et le bouton qui manquait à sa veste. Je déjeunais enfin, mais avec un dégoût croissant. Vers 2 heures, je retournais à l'hôtel. Dans le hall, le personnel chuchotait. Je montais rapidement les étages pour me trouver plus vite en face de ce que j'attendais. C'était bien cela. La porte de la chambre était à demi ouverte, de sorte que l'on voyait seulement un grand mur peint en bleu. Mais la lumière sourde, dont j'ai parlé plus haut, projetait sur cet écran l'ombre d'un mort étendu sur le lit et celle d'un policier montant la garde devant le corps. Les deux ombres se coupaient à angle droit. Cette lumière me bouleversa. Elle était authentique, une vraie lumière de vie, d'après-midi de vie, une lumière qui fait qu'on s'aperçoit qu'on vit. Lui était mort, seul dans sa chambre. Je savais que ce n'était pas un suicide. Je rentrai précipitamment dans ma chambre et me jetai sur mon lit. Un homme comme beaucoup d'autres, petit et gros, si j'en croyais l'ombre. Il y avait longtemps qu'il était mort, sans doute. Et la vie avait continué dans l'hôtel, jusqu'à ce que le garçon ait eu l'idée de l'appeler. Il était arrivé là, sans se douter de rien, et il était mort seul. Moi, pendant ce temps, je lisais la réclame de ma pâte à raser. Je passais l'après-midi entier dans un état que j'aurais peine à décrire. J'étais étendu, la tête vide et le cœur étrangement serré. Je faisais mes ongles, je comptais les rainures du parquet. Si je compte jusqu'à 1000, 50 ou 60, c'était la débâcle. Je ne pouvais aller plus loin. Je n'entendais rien des bruits du dehors. Une fois cependant, dans le couloir, une voix étouffée, une voix de femme qui disait en allemand « Il était si bon ». Alors je pensais désespérément à ma ville, au bord de la Méditerranée, au soir d'été que j'aime tant, très doux dans la lumière verte et pleine de femmes jeunes et belles. Depuis des jours, je n'avais pas prononcé une seule parole et mon cœur éclatait de cris et de révolte continue. J'aurais pleuré comme un enfant si quelqu'un m'avait ouvert ses bras. Vers la fin de l'après-midi, brisé de fatigue, je fixais cependant le loquet de ma porte, la tête creuse et ressassant un air populaire d'accordéon. À ce moment, je ne pouvais aller plus loin. Plus de pays, plus de villes, plus de chambres et plus de noms. Folie ou conquête, humiliation ou inspiration, allais-je savoir où me consumer? On frappa à la porte et mes amis entrèrent. J'étais sauvé, même si j'étais frustré. Je crois bien que j'ai dit « Je suis content de vous revoir ». Mais je suis sûr que là, se sont arrêtés mes aveux et que je suis resté à leurs yeux l'homme qu'ils avaient quitté. Je quittai Prague peu après, et certes, je me suis intéressé à ce que je vis ensuite. Je pourrais noter tout à l'heure, dans le petit cimetière gothique de Potsdam, le rouge éclatant de ses géraniums et le matin bleu. Je pourrais parler des longues plaines de Cilicie, impitoyables et ingrates.
Je les ai traversés au petit jour. Un vol pesant d'oiseaux passait dans le matin brumeux et gras, au-dessus des terres gluantes. J'aimerais aussi la Moravie, tendre et grave. Ces lointaines pures, ces chemins bordés de pruniers aux fruits aigres. Je gardais au fond de moi l'étourdissement de ceux qui ont trop regardé dans une crevasse sans fond. J'arrivais à Vienne, en reparti au bout d'une semaine. J'étais toujours prisonnier de moi-même. Pourtant, dans le train qui me menait de Vienne à Venise, j'attendais quelque chose. J'étais comme un convalescent qu'on a nourri de bouillon et qui pense à ce que sera la première croûte de pain qu'il mangera. Une lumière naissait. Je le sais maintenant. J'étais prêt pour le bonheur. Je parlais seulement des 6 jours que je vécus sur une colline près de Vessens. J'y suis encore, ou plutôt, je m'y retrouvais parfois. Souvent tout m'est rendu dans un parfum de romarin. J'entre en Italie, terre faite à mon âme. Je reconnais un à un les signes de son approche. Ce sont les premières maisons aux tuiles écailleuses, les premières vignes plaquées contre un mur que le sulfatage a bleui. Ce sont les premières lignes tendues dans les cours. Le désordre des choses, le débraillé des hommes, et le premier cyprès, si grêle et pourtant si droit, le premier olivier, le figuier poussiéreux, place pleine d'ombre des petites villes italiennes. Heure de midi où les pigeons cherchent un abri. Lenteur et paresse, l'âme y use ses révoltes. La passion chemine par degrés vers les larmes. Et puis, voici Vicence. Ici, les journées tournent sur elles-mêmes. Depuis l'éveil du jour, gonflé du cri des poules jusqu'à ce soir sans égal, doucereux et tendre, soyeux derrière les cyprès, et mesuré longuement par le chant des cigales. Ce silence intérieur qui m'accompagne, il naît de la course lente qui mène la journée à cette autre journée. Qu'ai-je à souhaiter d'autre que cette chambre ouverte sur la plaine, avec ses meubles antiques et ses dentelles au crochet? J'ai tout le ciel sur la face et ce tournoiement des journées. Il me semble que je pourrais le suivre sans cesse, immobile, tournoyant avec elle. Je respire le seul bonheur dont je sois capable, une conscience attentive et amicale. Je me promène tous les jours dans la colline. Je descends vers Vicence ou bien je vais plus avant dans la campagne. Chaque être rencontré, chaque odeur de cette rue, tous mes prétextes pour aimer sans mesure. Des jeunes femmes qui surveillent une colline de vacances. La trompette des marchands de glace. Leur voiture, c'est une gondole montrée sur roue et munie de brancards. Des étalages de fruits, pastèques rouges aux graines noires, raisins translucides et gluants, autant d'appui pour qui ne sait plus être seul. Mais la flûte aigre et tendre des cigales, le parfum d'eau et d'étoiles qu'on rencontre dans la nuit de septembre, les chemins odorants parmi les lentisques et les roseaux, autant de signes d'amour pour qui est forcé d'être seul. Ainsi les journées passent après l'éblouissement des heures pleines de soleil. Le soir vient, dans le décor splendide que lui fait l'or du couchant et le noir des cyprès.
Je marche alors sur la route, vers les cigales qui s'entendent de si loin. À mesure que j'avance, une à une, mettent leur chant en veilleuse, puis se taisent. J'avance d'un pas lent, oppressé par tant d'ardente beauté. Une à une, derrière moi, les cigales enflent leur voix puis chantent. Un mystère dans ce ciel d'où tombe l'indifférence et la beauté. Et dans la dernière lumière, je lis au fronton d'une villa In magnificentia naturae resurgi spiritus. C'est là qu'il faut s'arrêter. La première étoile déjà, puis 3 lumières sur la colline d'en face. La nuit soudaine tombée, sans rien qui l'ait annoncé. Un murmure et une brise dans les buissons derrière moi. La journée s'est enfuie, me laissant sa douceur. Bien sûr, je n'avais pas changé. Je n'étais seulement plus seul. À Prague, j'étouffais entre des murs. Ici, j'étais devant le monde et projeté autour de moi. Je peuplais l'univers de formes semblables à moi, car je n'ai pas encore parlé du soleil. De même que j'ai mis longtemps à comprendre mon attachement et mon amour pour le monde de pauvreté où s'est passée mon enfance. C'est maintenant seulement que j'entrevois la leçon du soleil et des pays qui m'ont vu naître. Un peu avant midi, je sortais et me dirigeais vers un point que je connaissais et qui dominait l'immense plaine de Vicence. Le soleil était presque au zénith, le ciel d'un bleu intense et aéré. Toute la lumière qui en tombait dévalait la pente des collines, habillait les cyprès et les oliviers, les maisons blanches et toits rouges de la plus chaleureuse des robes, puis allait se perdre dans la plaine qui fumait au soleil, l'ombre horizontale du petit homme gros et court. Et dans ces plaines tourbillonnantes, au soleil et dans la poussière, dans ces collines rasées et toutes croûteuses d'herbes brûlées, ce que je touchais du doigt, c'était une forme dépouillée et sans attrait de ce goût du néant que je portais en moi. Ce pays me ramenait au cœur de moi-même et me mettait en face de mon angoisse secrète. Mais c'était l'angoisse de Prague, et ce n'était pas elle. Comment l'expliquer? Certes, devant cette plaine italienne, peuplée d'arbres, de soleil et de sourires, je saisis mieux qu'ailleurs l'odeur de mort et d'une humanité qui me poursuivait depuis un mois. Oui, cette plénitude sans larmes, cette paix sans joie qui m'emplissait, tout cela n'était fait que d'une conscience très nette de ce qui ne me revenait pas, d'un renoncement et d'un désintérêt, comme celui qui va mourir et qui le sait, ne s'intéresse pas au sort de sa femme, sauf dans les romans. Il réalise la vocation de l'homme qui est d'être égoïste, c'est-à-dire désespéré. Pour moi, aucune promesse d'immortalité dans ce pays. Que me faisait de revivre en mon âme et sans yeux pour voir Vicence, sans main pour toucher les raisins de Vicence, son peau pour sentir la caresse de la nuit sur la route du mont Grico à la villa
Valmarna. Oui, tout ceci était vrai, mais en même temps entrait en moi avec le soleil quelque chose que je saurais mal dire. À cette extrême pointe de l'extrême conscience, tout se rejoignait et ma vie m'apparaissait comme un bloc à rejeter ou à recevoir. J'ai besoin d'une grandeur. Je la trouvais dans la confrontation de mon désespoir profond et de l'indifférence secrète d'un des plus beaux paysages du monde. J'ai puisé la force d'être courageux et conscient à la fois. C'était assez pour moi d'une chose si difficile et si paradoxale. Mais peut-être ai-je déjà forcé quelque chose de ce qu'alors je ressentais si justement. Au reste, je reviens souvent à Prague et aux jours mortels que j'ai vécus. J'ai retrouvé ma ville, parfois seulement. Une odeur aigre de concombre et de vinaigre vient réveiller mon inquiétude. Il faut alors que je pense à Vicence. Mais les deux me sont chers et je sépare mal mon amour de la lumière et de la vie d'avec mon secret attachement pour l'expérience désespérée que j'ai voulu décrire. On l'a compris déjà. Et moi, je ne veux pas me résoudre à choisir. Dans la banlieue d'Alger, il y a un petit cimetière aux portes de fer noir. Si l'on va jusqu'au bout, c'est la vallée que l'on découvre avec la baie au fond. On peut longtemps rêver devant cette offrande qui soupire avec la mer. Mais quand on revient sur ses pas, on trouve une plaque. Regret éternel. Dans une tombe abandonnée. Heureusement, il y a les idéalistes pour arranger les choses.